Bien, je vous propose de reprendre les échanges avec une nouvelle table ronde animée par Jean-Christophe Castelin, qui dirige le Journal des Arts, qui est un de nos partenaires historiques depuis la première édition de l'Argument de Rouen. Donc, on a eu le plaisir de voir Jean-Christophe animer plusieurs tables rondes avec Delio. Et table ronde où on se posera la question de quelles sont les pratiques alternatives aujourd'hui, est-ce qu'on peut les cartographier? Et ce qui a été abordé ce matin, c'est justement quel est le rôle des musées dans leur patrimonialisation. Est-ce que, j'ai bien entendu ce matin que certains disaient des musées, rien à foutre, et tant mieux, parce que c'est ce qu'on attendait d'une telle réunion. Donc s'il n'y avait pas eu ce genre de propos, ça nous aurait manqué, et on est prêt à en discuter évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que, pour compléter un peu ce qui a prolongé ce qui a été dit ce matin sur le rôle des musées, c'est vrai que les musées sont, en tout cas en France, mais je pense que dans le monde entier, pris dans des faisceaux d'injonctions et dans des mécanismes aussi qui sont institutionnels, qui ont tendance effectivement à figer les choses, mais l'exemple en même temps d'Antoine de Galbert est là pour nous prouver que ce qui est important, c'est de retrouver des bulles de liberté, de retrouver des capacités d'action. Notre intelligence, c'est en tant que professionnel, c'est de trouver dans nos structures, dans nos contraintes, dans notre carcan, les moyens de dégager les zones de risque, les zones d'inconfort et les zones de liberté dans lesquelles on peut tenter des choses. Jean-Christophe, c'est à vous. Merci Sylvain, je profite d'avoir le micro pour faire un tout petit peu de publicité pour mon journal, pour vous dire que dans le numéro en cours, il y a une grande enquête sur les municipales à Rouen. Et donc nous sommes intéressés au programme culturel des différents candidats dans votre bonne ville de Rouen. Voilà. Et vous trouverez le journal Loser dans tous les kiosques rouennais. Alors Sylvain a effectivement énoncé les deux grandes parties de cette table ronde qui s'inscrit à la suite de la table ronde brillante de ce matin. On va essayer de redéfinir ces pratiques culturelles, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Et puis dans un deuxième temps, on va s'interroger sur la manière dont les musées intègrent ou pas ces pratiques alternatives. Et puis on va essayer de garder 10 minutes pour un débat, parce que je sais bien que la partie que vous préférez au fond, c'est d'échanger vous-même avec les intervenants de la table ronde. D'autant que nous avons 3 intervenants de qualité. Je commence par Anne Dressen, qui est commissaire d'exposition à l'Arc. L'Arc, c'est le département d'art contemporain du musée d'art moderne, non plus de la ville de Paris, mais de Paris. L'acronyme a perdu son V depuis quelques mois. Anne Dressen, vous avez assuré le commissariat de plusieurs expositions depuis 15 ans, j'ai à peu près noté ça. J'en ai donné une qui est dans le contexte de la table ronde d'aujourd'hui, qui s'appelle Décorum, tapis et tapisserie d'artistes. C'était en 2013, et puis vous nous avez fait une superbe exposition, parce que j'avais vu de Carole Rama, c'était en 2014. Et puis vous préparez une exposition qui s'appelle Les Flammes, qui tourne autour de la céramique, et vous verrez que ça a un lien aussi avec le sujet d'aujourd'hui. Jean-Marie Gallet, vous êtes depuis 2016 donc l'heureux responsable du pôle programmation du Centre Pompidou-Metz, et vous avez naturellement assuré plusieurs commissariats d'exposition, dont Peindre la nuit, il y a quelques mois. Vous avez un parcours assez divers, puisque vous avez été de 2012 à 2014 responsable ou commissaire d'exposition à la galerie Max Exler, à Berlin puis à Paris. Et puis auparavant, vous étiez au Centre Pompidou, pas Metz mais Paris. Vous avez coordonné le nouveau festival, ce haut lieu parisien. Et puis vous avez naturellement aussi fait des expositions dans ce cadre-là. Moi j'avais noté Raymond Hins, parce que j'avais également vu, et elle m'avait bien plu cette exposition. Et puis vous préparez une exposition qui s'appelle Folklore, et là aussi vous verrez que ça a un lien avec la table ronde que j'ai le plaisir d'animer. Enfin, Hugo Vitrani, vous êtes commissaire d'exposition dans cet autre lieu emblématique de la scène parisienne, qui est le Palais de Tokyo, et vous avez coordonné, et là aussi on verra que ça a un lien avec la table ronde d'aujourd'hui, le Lascaux Project, qui est un projet autour du street art, de l'art urbain. Je pense que vous aurez l'occasion de nous en dire davantage tout à l'heure. Vous avez assuré l'exposition de Florian et Michael Koustreber, c'était en 2016. Et puis vous avez votre moment aujourd'hui, c'est la Biennale de Gand, puisque vous faites partie de l'équipe curatoriale qui a animé cette belle Biennale de Lyon. Je le dis parce que je l'ai vue et que je l'avais trouvée très très intéressante.
Voilà, merci d'être présents tous les trois à ce moment un petit peu difficile parce que c'est précisément le moment du coma digestif, donc on va essayer de réveiller tout le monde. Et vous allez voir, ça va déménager. Alors Hugo, je me tourne vers vous, si vous pouviez prendre le micro. Je disais tout à l'heure que donc, vous avez coordonné ce LASCO Project, qui regroupait à la fois des pratiques de street art et d'art urbain. Et donc je vais vous poser la question très, très franchement. L'art urbain que l'on voit de plus en plus malgré tout dans les musées, est-ce que ça reste encore une pratique alternative ? Alors effectivement, ça dépend un peu des jours, puisque si on veut parler d'art urbain ou de street art, nous on n'emploie pas le terme, on préfère post-graffiti, mais je ne vais pas vous embêter avec les raisons derrière tout ça, c'est un peu trop historique. Juste un clin d'œil, le street art ça évoque un peu le mauvais pop art aujourd'hui dans l'esprit général, donc c'est pour ça qu'on essaye de l'éviter. C'est quoi le mauvais pop art ? C'est des chats jaunes qui coulent un peu partout et qui courent un peu partout dans la ville et qui égayent la vie de tout le monde, et ça c'est pas vraiment l'esprit à l'origine du graffiti et du post-graffiti. Et du coup effectivement aujourd'hui le graffiti, le post-graffiti, le street art c'est un peu partout, il y en a tous les jours dans la presse, il y en a tous les jours dans les mairies, il y a des fleurs un peu partout, chaque ville veut être la capitale du street art. Donc effectivement, aujourd'hui, si on voulait faire un petit jeu de mots, le street art c'est un peu le nouveau rond-point, quoi. C'est un peu toutes les politiques essayent de s'en emparer. Les musées font des records d'audience grâce à ça, donc effectivement, est-ce que c'est toujours alternatif ? Finalement, oui, parfois, puisqu'on va le voir avec Sorel tout à l'heure. La première expo faite au Palais de Tokyo, c'était sans contrat, sans budget, et avec des badges volés à la sécurité, donc parfois c'est toujours alternatif. C'était quand cette exposition ? C'était en 2012, et parfois c'est totalement du côté du pouvoir, du marché. Donc c'est un rapport assez schizophrénique, mais ce qui est sûr c'est que c'est un mouvement qui est par contre marginalisé beaucoup par le milieu de l'art. Donc alors pour résumer, il y a le bon street art, qui lui reste une pratique alternative, et puis il y a les petits chatons, le mauvais street art, qui lui a été récupéré par les musées et qui n'est plus une pratique alternative. C'est pas si simple, il y a des bons artistes et il y a les mauvais artistes, à égalité avec tous les artistes. Anne-Jo-Marie, sur le street art, vous voulez réagir ? Est-ce que pour vous ça reste une pratique alternative ? Ce que je pense qu'il faut rappeler, c'est que en tout cas le graffiti reste, le graffiti, celui qu'on trouve dans la rue, reste illégal. Donc c'est déjà une distinction, je pense, importante. C'est-à-dire qu'on peut être emprisonné, on peut avoir des amendes extrêmement importantes, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres pratiques dont on va parler aujourd'hui. Donc il y a une distinction quand même. C'est vrai, le graffiti c'est dans la rue, c'est pas dans le musée. Oui, mais c'est quand même important, je trouve, de le rappeler. Tout à fait. Oui. Après, on avait une discussion là, juste il y a quelques instants sur des artistes comme JR qu'on connaît par des interventions très spectaculaires à proximité du Louvre et dont on ne connaît pas forcément d'autres facettes et un engagement plus politique et peut-être un peu en dehors des radars. Je pense que ce serait intéressant de pouvoir le rappeler. Et JR, c'est une pratique alternative pour vous, Anne ? Dans la mesure où il est invité par le Louvre, je ne pense pas, mais on ne connaît sûrement pas comme je disais, toutes les facettes et tous les sujets en fait qu'il arrive à aborder en dehors et ailleurs aussi de la France. Jean-Marie, une réaction sur le street art qui semble être finalement la pratique alternative la plus dominante. Quand on faisait l'inventaire tous ensemble, ça reste le médium le plus généralisé et encore étiqueté pratique alternative. En tout cas, justement, je pense que le cœur de la question est là. Est-ce que c'est une pratique alternative ? C'est effectivement en tout cas, quand on parle de pratiques alternatives, on pense très rapidement au street art. Si on veut faire un micro-trottoir, le street art va venir assez vite. Et en même temps, puisque nous représentons 3 institutions aussi, on doit bien admettre que les institutions ont encore beaucoup de mal à s'approprier ça. Alors Hugo a une position particulière au Palais de Tokyo et travaille depuis des années sur ces sujets-là, justement. Effectivement, on en parlait un petit peu entre nous avant. Il faut bien admettre que, par exemple, pour le Centre Pompidou-Metz, le street art est quelque chose, on a envie de s'y intéresser, on ne sait pas vraiment, en toute honnêteté, comment s'y prendre. Et donc, il y a des sortes de petites parades, on va l'admettre, qui sont trouvées. Par exemple, récemment, le Centre Pompidou-Metz, on a commandé
une très très grande installation urbaine sur le parvis, un artiste qui en soi ne fait pas partie du street art, qui est Carlos Cruz Diez, grand artiste de l'op art, voilà, mais qui intervient depuis les années 60 sur les trottoirs du Venezuela et de partout dans le monde. Et on s'est dit, il est intéressant pour un musée avec toute cette vocation patrimoniale aussi, ou un centre d'art avec toute cette vocation patrimoniale, de montrer ces pratiques-là aussi. Mais sont-elles encore alternatives? Est-ce que c'est du street art? Est-ce qu'on tord un petit peu cette définition? En tout cas, je crois qu'il faut bien admettre que beaucoup d'institutions, et je suis le premier à le reconnaître me concernant, ont beaucoup de mal encore à s'approprier ce terrain-là. Ce terrain-là. Alors, il y a un autre terrain qui semble beaucoup plus approprié, Andresen. Je faisais allusion tout à l'heure à vos deux expositions, et j'ai l'impression qu'il y a un revival des anciens médiums. Je pense au textile, je pense à la céramique. Est-ce que finalement ces nouveaux médiums ne sont pas redevenus en quelque sorte des pratiques alternatives parce que justement elles étaient un peu ringardisées? Alors, en fait, si on regarde la production contemporaine, on se rend compte que énormément d'artistes se sont effectivement intéressés ces, disons, 30 dernières années et ont revisité des pratiques qu'on a pu considérer comme mineures, secondaires. Alors, pour des raisons qui sont quand même intéressantes de souligner, c'est souvent qu'elles ont été quand même assimilées à des travaux de femmes, à des travaux de minorités, quelles qu'elles soient, ethniques. Et c'est évident qu'il faut établir un lien, je pense, entre une manière d'aborder ce qui est majeur et ce qui est mineur. Et par contre, c'est pas forcément mineur dans le sens où, aujourd'hui, énormément d'artistes de la nouvelle génération vraiment explorent ces médiums, déconstruisent ces médiums. Et donc, par moments, je me dis, mais qui ne fait pas de céramique? C'est un peu la question inverse. C'est plutôt une sorte de nouvelle majorité. Et bon, l'exposition montrera Quelle exposition donc l'exposition autour de la céramique, donc les flammes à l'automne, montrera à la fois des artistes du début du 20e, enfin de la fin du 19e à début 20e, de l'art Craft par exemple, de l'art nouveau, et jusqu'à ce que j'appelle moi le néo-craft, qu'on observe donc aujourd'hui de manière assez généralisée. Et cette expo, pour bien préciser les choses, c'est à l'Arc, c'est pas au musée d'art moderne de Paris. Alors l'Arc, c'est un étage du musée d'art moderne, mais c'est l'étage contemporain. Voilà. Et est-ce que l'exposition a facilement été acceptée par vos pairs contemporains de l'Arc? Alors oui, c'est aussi le 3e volet d'une série d'expositions que vous avez rappelé. Donc c'est vrai que ça fait partie d'une sorte de cycle, ou en tout cas d'un principe d'exposition qui transhistorique, ça c'est important de le dire, qui va associer des pièces qui d'habitude ne le sont pas, donc des pièces d'artistes avec des pièces anonymes, des sculptures et des pièces fonctionnelles, utilitaires, donc qui vont un peu aussi à l'encontre de la définition habituelle de ce qu'est une œuvre. Une œuvre, il y aura des pièces qui sont éditées de manière multiple, etc. Donc c'est vrai que c'est des pratiques périphériques dans le sens où elles ne coïncident pas directement à la définition d'une œuvre. Donc ça fait un moment qu'on sait que les définitions sont mouvantes et bien sont très élastiques. On va rester dans le domaine avec Jean-Marie du revival, en quelque sorte, de l'historique. Et vous voyez venir, Jean-Marie, c'est l'exposition Folklore, qui va arriver au Centre Pompidou Metz. C'est alternatif, le folklore? Tout dépend en fait, le mot alternatif aussi va complètement dépendre du point de vue, évidemment, duquel on se place. Je pense que si on vous demande si le folklore est une culture alternative, je ne suis pas certain que vous allez répondre oui. Par contre, il y a deux aspects. Il y a d'une part, ce qui relève du folklore, déjà, c'est aussi très difficile à définir. De la même manière, on voit bien quand on est autour de tout ce qui est de cet ordre-là alternatif. Là, on a parlé d'art mineur, d'art majeur. On est sur des choses très floues à chaque fois dans ces définitions. Mais en tout cas, effectivement, il y a une opposition à une culture dominante qui est aussi la culture héritière de l'académisme,
Il y a une définition du folklore, une partie de définition du folklore voudrait que tout ce qui relève de ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire ce qui s'apprend par transmission orale de génération en génération, mais qui n'est pas à un moment devenu quelque chose d'enseigné méthodiquement, académiquement, peut en relever. Ça forme une forme d'alternative, si on veut. Et après, il y a autre chose, faire une exposition comme celle-ci au Centre Pompidou-Metz ou au Mucem, puisque c'est une expo en partenariat avec le Mucem, Jean-François Chunier est là aujourd'hui. C'est aussi, alors peut-être plus en l'occurrence pour le Centre Pompidou-Metz, qui est censé parler, si on regarde les statuts de l'établissement d'art visuel de 1910 à nos jours, amener le mot folklore, le prendre aussi simplement comme titre, sans aucun sous-titre, sans aucune autre définition, il y a là peut-être quelque chose assez intéressant qui rejoint aussi ce que Anne fait avec la céramique et avec Flamme, qui est justement d'explorer ces domaines moins connus, qui ont pourtant été des marqueurs très importants dans l'histoire de l'art, mais qu'on a toujours un peu ignorés parce que relevant de minorités, parce que relevant de faits marginaux. Tout à l'heure, à table ronde, je vous redonne la parole, l'animateur parlait de contre-culture et de sous-culture. Est-ce que finalement les textiles, le folklore, ce n'est pas de la sous-culture? Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que quand la Fondation Cartier fait une exposition sur la graffiti, c'est un record de public, de fréquentation. Je pense que l'exposition folklore va aussi attirer un grand nombre de visiteurs. La céramique aussi, je pense, est un sujet qui intéresse. C'est pas la raison du tout la raison première qui expliquerait ce choix, mais c'est intéressant de voir que finalement le musée a, et je dis le musée en général, il faudrait encore le définir, mais que l'institution a résisté en fait, et que c'est que récemment qu'il y a une attention, c'est comme si les œillères petit à petit tombaient et il faut s'en réjouir. Après, il faudra aussi se poser la question de comment on fait ces expositions. On va se la poser juste après. Je vous redonne 30 secondes le micro ou une minute. Jean-Marie, quand on a préparé, l'émission, quand on a préparé la table ronde, vous m'avez parlé des folklore archives en anglais ou archives. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus parce que là, pour le coup, ça a l'air un peu destroy. Folk Archive, alors ça rejoint une question qu'on va aborder tout à l'heure justement sur comment une pratique, à un moment considérée comme alternative, se retrouve presque avalée par le musée et finit par s'y retrouver, et comment des artistes ont joué des rôles aussi. Qu'est-ce que c'était? Précisons ce que c'était. Alors voilà, Folk Archive, c'est un projet commencé officiellement en 2005, mais en fait les collectes d'objets commencent dans les années 98, 99, 2000 par deux artistes anglais, Jeremy Deller et Alan Kane, qui sont des artistes contemporains qui évoluent dans le champ de l'art contemporain avec des galeries, des musées, etc., mais de manière très engagée. Et ils décident de donner la place dans les lieux qui les invitent à ce qu'ils appellent un folklore d'aujourd'hui en Angleterre. Donc ils vont sillonner l'Angleterre et repérer des pratiques qu'on pourrait donc là qualifier de pratiques alternatives. Ils se laissent guider vraiment par leurs sentiments aussi. C'est eux, en tant qu'artistes, qui font des choix et ils vont, par exemple, documenter des groupes qui font du tuning sur leur voiture, aussi bien que des gens qui créent une espèce de fête de village avec des costumes, etc. Et ils vont documenter tout cela, le collecter. Folk Archive, c'est cette archive de ce que pourrait être un folklore contemporain en Grande-Bretagne, comment des communautés aussi issues de l'immigration se sont retrouvées autour de certains rituels, de certaines célébrations, de certaines pratiques. Et le résultat a été, par exemple, lorsqu'ils sont invités, donc c'est Jeremy Deller qui est invité en 2009 ou 2008 au Palais de Tokyo. Il décide non pas d'exposer entièrement, sur la totalité de l'espace, ses propres œuvres, mais la plus grande partie du Palais de Tokyo, il va utiliser justement sa capacité de médium en tant qu'artiste pour ne pas exposer ses œuvres, mais montrer toutes ces pratiques qui pourrait être le folklore contemporain de la Grande-Bretagne. C'est l'artiste commissaire, en quelque sorte. Hugo, dans la petite notice du musée qui présente les pratiques alternatives, il y avait street art, mais il y avait BD.
va rester dans le domaine de l'illustration. Est-ce que pour vous, alors je vois votre œil qui est un peu inquiet parce qu'on n'a pas préparé la question, est-ce que pour vous la BD est encore une pratique alternative? Alors j'ai beau avoir beaucoup de bandes dessinées, puisque forcément ça nourrit mon enfance et ça nourrit aussi beaucoup l'esthétique de la naissance du graffiti à New York dans les années 80. Je m'y connais pas assez pour répondre à cette question, mais moi je catégorise pas comme ça. C'est déjà se placer du côté du musée que de réfléchir comme ça, culture, sous-culture, contre-culture. Il y a juste de l'art partout, dans la vie, dans la BD, dans le graffiti, dans un apéro, dans une fête. Donc moi oui, je pense pas que ce soit alternatif. Après, est-ce que le monde de l'art le marginalise? Oui. Vous voulez dire la BD ou le street art? La BD. La BD. Le street Oh, art je suis pas aussi. sûr, c'est un marché de l'art. Il y a un marché, plutôt ça florissant dépend quand même. quelle institution. Finalement, alors je vais dévoiler un petit peu une conclusion auquel nous sommes arrivés en préparant cette table ronde, c'est qu'au fond, il n'y avait pas tant que ça de pratiques alternatives au sens des médiums, puisque, vous l'avez entendu, le street art, ça fait quand même pas mal de temps que c'est dans les musées, la BD, ça fait quand même pas mal de temps, d'ailleurs il y a un musée qui est consacré à la BD, on a évoqué les matériaux anciens, la céramique, et tout ça pour se dire que, au fond, la contestation dans les musées, pour reprendre le titre de cette journée, elle était moins dans les médiums, Anne, qu'au fond dans les sujets qui sont évoqués dans les expositions, et puis les remises en cause d'un certain nombre de mécanismes. Je pense par exemple aux sponsors, les sponsors du pétrole, les sponsors des opiacés. Vous avez tous suivi tout ce procès avec la famille Sackler. Anne, puisque c'est vous qui aviez évoqué ce sujet, est-ce que effectivement la contestation, la rébellion, elle n'est pas moins dans les médiums, dans les pratiques, que dans les sujets qui sont évoqués dans ces différentes expositions? Alors, je pense que effectivement, les musées sont très regardés aujourd'hui, et je trouve que c'est tout à fait important qu'il y ait comme des garde-fous qui puissent analyser, déchiffrer, un peu à la manière de la critique institutionnelle qui date pourtant d'il y a une trentaine d'années, mais comme un renouveau d'une sorte d'attention, donc plutôt qui émanerait là du public ou parfois de la presse, et qui relèverait en fait une forme d'attention à une éthique, c'est-à-dire que une exposition, c'est évidemment une programmation, mais je trouve que c'est intéressant d'écouter, d'entendre, et puis surtout de réagir, s'il le faut, quant à des modes d'organisation. C'est-à-dire que, je donne un exemple, un musée qui programme une exposition d'artistes féministes, mais si dans sa manière même de fonctionner, finalement, les modes d'organisation, les hiérarchies internes font qu'en fait on est à l'opposé des pensées qui sont défendues dans une programmation, je pense que c'est un vrai sujet. Et voilà, s'il y a une tentation d'aborder des sujets un peu à la mode, etc., mais que ça n'est pas suivi de transformation de fond, je pense qu'il y a un problème et qu'il faut s'y atteler assez urgemment. De la même manière qu'on puisse aborder des sujets qui restent foncièrement tabous, comme les questions postcoloniales. Donc il y a des expositions de plus en plus de visibilité d'artistes dits issus des minorités, mais qui peuvent être français depuis des générations, mais qu'ensuite il y a des problèmes de racisme donc c'est voir le musée aussi comme une entité plus globale, et pas juste qu'il soit l'auteur de programmation, encore une fois, de qualité, mais ou que, par exemple, dans un musée où il y a une politique de programmation, encore une fois, très avant-garde, mais que finalement, dans les collections, on reste sur des pratiques, des réflexes, des habitudes qui ne sont pas remises en question. Bon, je pense qu'il y a vraiment une réflexion de fond à avoir. Le musée est un médiateur, mais aussi un acteur social. Même question à Jean-Marie, puis après à Hugo. Est-ce que
la contestation, elle n'est pas plus dans les sujets abordés dans les expositions ou les manifestations que dans le médium pratiqué dans ces expositions. Oui, oui, moi je peux que souscrire à ce que vient de dire Anne, évidemment. Dans le choix des sujets, il y a évidemment quelque chose de l'ordre politique sur où trouver quelque chose qui va sortir justement de ce qui est trop convenu pour faire bouger un peu les lignes. Mais après, là, on a un discours qui est vraiment un discours d'une histoire de l'art faite par les gens dans les musées. Et c'était ce que disait Kiki Picasso ce matin, la parole des artistes est primordiale avant tout, et avant celle de ceux qui analysent de l'extérieur, c'était vraiment un des sujets de la table ronde tout à l'heure. Et c'est souvent des artistes qui vont permettre de faire bouger ces lignes-là. On pourra parler peut-être tout à l'heure d'un projet qu'on a fait au Centre Pompidou Metz avec Tania Bruguera, qui a justement permis de peut-être redonner de rappeler en fait qu'une œuvre d'art a pu avoir un caractère alternatif à un moment, que le musée l'a un peu mangé, l'a installé dans une collection. Qu'est-ce que c'était cette œuvre ? Alors parlons-en maintenant. Tania Bruguera, qui est une artiste cubaine, a été invitée en 2010 par le Centre Pompidou, donc à Paris, à travailler sur la collection de vidéos, la collection qui s'appelle Nouveaux Médias, qui était, quand le département a été créé, c'est vraiment quelque chose de très innovant. La vidéo naît comme le Centre Pompidou dans les années 70, enfin, se développe dans les années 70 et devient un médium assez subversif par rapport aussi au monde de l'art, au marché de l'art. Tout d'un coup, on n'a plus un objet, on a une vidéo reproductible, une vidéo qui témoigne d'un moment éphémère et qui a pourtant le statut d'une œuvre d'art. Évidemment, aujourd'hui, la vidéo a un tout autre statut, on ne se rappelle plus du tout de ça, mais justement, les pièces du Centre Pompidou sont parfois très anciennes dans la collection Nouveaux Médias et sont devenues des pièces de musée qu'on montre dans des salles très confortables de projection au Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. Et Tania Bruguera, partant de ce principe, partant aussi d'une autre réalité qui est celle que le Centre Pompidou, avec sa piazza, est totalement ouvert sur la rue, sur aussi tout ce qui peut se passer de l'ordre du trafic dans la rue. Et à ce moment-là, il y avait énormément de vendeurs à la sauvette devant le Centre Pompidou à Paris, sur la piazza, qui vendaient des bijoux, des petites choses. Et puis certains vendaient, et voilà, exactement, des choses fausses, des choses qui sont de l'ordre de la copie. Elle a décidé d'envoyer une lettre à tous les artistes vivants qui ont une vidéo dans la collection du Centre Pompidou Paris, en leur expliquant qu'elle voulait vendre à la sauvette pendant une semaine leurs œuvres pour 1 euro sur la piazza du Centre Pompidou. Tout est resté extrêmement confidentiel pendant le temps de la préparation. Elle a reçu des réponses, généralement positives, et ce qu'on avait prévu, c'était une exposition, donc avec il y avait un espace dédié. Dans l'espace, elle n'a rien montré, sinon au mur, toutes les lettres de réponse des différents artistes de la collection. Quand les artistes ont accepté que leur œuvre soit piratée et diffusée, on voyait leur signature et on voyait des lettres très belles d'artistes qui rappellent justement, mais bien sûr, ce projet est génial, faire revivre nos œuvres qui sont enfermées dans une espèce de serveur quelque part, qui est la collection du Centre Pompidou, mais que personne ne voit plus. Cette vidéo qui était faite pour circuler va pouvoir enfin circuler, bravo, merci. Et puis d'autres lettres, cette fois-ci anonymes, elle a enlevé les noms d'artistes lui répondant hors de question, c'est un mépris total pour le travail, ce que vous faites. Ma vidéo existe à 3 exemplaires qui sont valorisés. Il y en a une au MoMA, une à la Tate, une au Centre Pompidou. Elles sont très bien là et n'allez surtout pas la reproduire pour 1 euro. Et pendant une semaine, ça a été un peu écourté par la police, mais en tout cas pendant quelques jours, des étudiants vendaient réellement sur la piazza du Centre Pompidou des copies des œuvres de la collection. Donc il y a un moment où le bouche à oreille est... Dimension pénale, hein. Alors, elle avait demandé l'accord des artistes, évidemment, mais bien sûr, il y a la prise de risque aussi et la complicité de l'institution aussi pour le faire, qui évidemment, tout le service juridique du Centre Pompidou s'était penché sur la question, sur comment, après les contrats d'acquisition qu'on a pu faire, on peut faire ça. Mais ce qui est très beau avec ce projet, c'est vraiment cette idée de, encore une fois, une artiste qui joue le rôle de médiateur, de médium, et de se dire, la vidéo, parce qu'elle est rentrée dans une collection comme celle du Centre Pompidou, a perdu totalement son statut potentiellement alternatif. Je ne dis pas que toutes les vidéos sont de l'art alternatif, mais il y a un moment où les gens l'ont utilisé pour ce caractère-là. Ça a été perdu parce que le musée l'a reprise. Et tout d'un coup, pendant une semaine, ça redevient cette chose-là. Donc, alors en plus, c'était très drôle parce qu'elle a joué le jeu jusqu'au bout. Donc, on peut trouver sur un CD mal gravé, on peut tomber sur un CD avec un film pornographique plutôt que la vidéo
à laquelle on pensait, parce que c'est ça qui arrive aussi dans les usines sauvages de copies de DVD qu'on trouve dans le métro. Hugo, pardon. Juste à rebondir, je me demandais si certains artistes, parce qu'il y a quand même un lieu au sein des collections, enfin l'étage des collections de Pompidou que je trouve très intéressant et qui perdure pour le coup, qui n'a pas l'air d'être prévu de retirer ou de modifier. C'est cet espace de consultation qui, de l'extérieur, a l'air d'être un peu comme une salle de bibliothèque avec des écrans individuels. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que tout visiteur peut demander à consulter les vidéos, enfin la collection en vidéo. Et je trouve que c'est une très belle image d'une collection qui reste vraiment accessible. Alors certes, qui n'est pas dans les conditions optimales, on n'est pas dans une salle de cinéma, etc. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant que les artistes acceptent, et je me demandais si tous les artistes acceptaient, si tu savais, si certains justement, de la même manière qu'ils n'ont pas souhaité que que leur travail soit dupliqué et vendu pour le projet de Tania, si certains aussi s'opposaient au fait que leur œuvre soit diffusable comme ça sur moniteur à tous. Je ne pourrais pas répondre précisément parce que je travaille plus depuis un certain temps au Centre Pompidou, mais pour avoir cherché des choses encore récemment, on ne les trouve pas. Donc tout n'est pas là-bas. Je ne sais pas si c'est des problèmes de droit, si c'est les artistes qui n'ont pas voulu, ça je ne saurais pas. Alors tout est relatif, puisque là, au fond, on s'est interrogé aux pratiques contestataires dans les musées occidentaux, mais qu'en est-il des musées du Sud? Alors je me tourne vers vous, Hugo, puisque vous avez fait une belle exposition qui s'appelle, je crois, Prince des villes, 50 artistes du Sud. Vous revenez de Cuba, je crois, on parlait de Cuba tout à l'heure, parce qu'au fond, dans ces pays du Sud, les pratiques alternatives qui chez nous sont totalement traditionnalisées restent des pratiques contestataires. Alors effectivement, déjà l'exposition qu'on peut appeler Princesse des villes, du coup c'était en inclusif, on a gagné le féminin du coup pour une fois. C'était pas que des villes du Sud, c'était une prospection dans des mégapoles qui étaient pas forcément regardées par le monde de l'art occidental. Et donc effectivement, moi j'étais allé en me disant est-ce que je vais trouver des grands tatoueurs, des grands taggeurs, et puis je me suis rendu compte que l'alternatif à Lagos, c'est pas le graffiti, il n'y en a d'ailleurs même pas, que à Dakar, c'est pas le tatouage, mais que ça va être un artist run space, donc un espace autogéré par des artistes de manière clandestine, par des artistes transsexuels, qui juste pour nous avoir ouvert la porte et nous avoir montré leurs travaux, risquent leur vie. Et des artistes du coup qu'on n'a même pas pu mentionner dans le catalogue de l'exposition, qu'on n'a même pas pu inviter, parce qu'ils sont clandestins, et donc on était face à un problème, c'est comment rendre compte de ces artistes-là sans les mettre en péril. À Mexico, un autre artiste alternatif, pourtant qui fait de la sculpture, tout ce qui est de plus classique, Fernando Palma Rodriguez, ancien ingénieur, artiste amérindien, qui est totalement absent dans le monde de l'art pendant des années, qui aujourd'hui a une soixantaine d'années, et qui a ouvert une ferme permaculture dans le sud-est de Mexico, et que tout le monde ignore, qu'il n'y a pas d'atelier, pas de moyens pour travailler. Donc d'un coup, l'alternative était complètement autre, et on a eu cette chance justement d'être au Palais de Tokyo, d'avoir le budget pour voyager, d'avoir Jean de Loisy à la tête du Palais de Tokyo à l'époque, qui voulait avoir l'insolence qu'il a toujours eue, la même insolence qu'il a eue quand on a fait le projet Lascaux au Palais de Tokyo. Je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure par exemple des antifascistes. On a fait une exposition au Palais de Tokyo avec un artiste qui s'appelle Fabricienko, qui a un dossier chez les RG assez conséquent pour des pratiques de violence urbaine liées à ses convictions politiques, qui a été dans le JT de TF1 à 20h en perquisition parce que c'était un des grands peintres de métro à Paris, donc il peignait sur des métros, donc à grande arrestation, perquisition, 300 000 € d'amende à payer, et on a exposé une grande installation au Palais de Tokyo où il se jouait de la police, du regard de la police, qui d'un coup devenait critique d'art, qui parlait de son style, qui archivait toutes ses photos, et donc il a imprimé les photos, les amendes, et il a fait tout un jeu sur comment l'institution judiciaire regardait le graffiti. Et on a eu un jour une demande de mécénat, la RATP qui adorait le street art soudainement,
qui aurait voulu soutenir Lascaux, et Jean Loisy m'a permis de commencer la visite de Lascaux par cette exposition avec les devis de la RATP. Donc d'un coup ils ont dit mais c'est quoi ça? C'est les devis que vous avez contre un artiste, et notre proposition c'était qu'ils invitent cet artiste à peindre des métros. Et on n'a eu plus aucune nouvelle de la RATP, mais on a eu la chance, grâce au Paris Tokyo, grâce à Jean Loisy, de pouvoir s'amuser comme ça et de rester contestataire, de rester insolent. Et moi je vois vraiment le musée, le centre d'art comme un laboratoire qui peut être sulfureux et surtout pas un socle sacralisé. Alors, merci à Jean Loisy. Je me tourne vers vous, Jean-Marie. Au fond, vous dites, Hugo, que le musée peut être un laboratoire, mais parfois les artistes ne veulent pas exposer dans les musées. Là, on est aux marges quand même de notre sujet, c'est-à-dire quelles sont les pratiques alternatives dans les musées, mais on ne peut pas faire l'économie de ces artistes qui, pour le coup, eux, refusent d'être présents dans les musées. Ou ceux qu'on ne connaît pas parce que nos yeux sont fermés sur le monde de l'art et ils existent en dehors de ce monde de l'art, ça c'est clair. Et c'est là où, encore une fois, des démarches comme celle d'Hugo qui fait de la prospection dans les rues de toutes voilà, ces capitales et ces villes plus ou moins grandes un peu partout dans le monde est extrêmement précieux. Mais oui, il y a des artistes aussi qui décident de quitter ce monde de l'art s'ils l'ont connu à un moment. Alors, c'est compliqué de faire des généralisations et c'est compliqué de parler à leur place, mais il y a plusieurs cas, certains plus ou moins célèbres, d'artistes qui sont à un moment font partie du monde de l'art, ont des grandes expositions dans les musées du monde entier, ont des galeries, ont un marché, et puis à un moment se disent en fait l'art a perdu, il y a quelque chose qui s'est perdu, et décide de tout arrêter. Donc soit c'est un glissement progressif, soit c'est un peu plus brutal. Il y a un exemple assez connu qui est celui de Katie Noland, une artiste américaine, qui va décider, de manière très pessimiste en fait, qui va décider de tout arrêter à un moment, et sa dernière expo, dans les années 90, à New York, elle demande à la galerie de détruire toutes les œuvres et de disséminer d'ailleurs les morceaux d'œuvres dans plusieurs poubelles de différents quartiers de la ville pour être certain, parce que le marché s'empare déjà d'elle à cette période-là, et c'est là aussi où on voit une forme d'échec quelque part qui est qu'aujourd'hui le marché est plus fort finalement, puisque ces œuvres valent des fortunes et sont collectionnées, les quelques œuvres de la période où elle était artiste sont collectionnées. Elle intente des procès régulièrement à tous ceux qui veulent remontrer des choses, et c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est aussi comment l'œuvre d'un artiste existe à un moment sans prendre en compte la volonté de l'artiste. Et c'est très compliqué pour nous, historiens de l'art, parce qu'on a envie de faire des expositions sur cet artiste, par exemple, parce que ce qu'elle a fait était assez captivant quand elle était dans ce monde de l'art. Et il y a ce dilemme, est-ce qu'on respecte sa volonté qui est qu'elle ne veut plus faire partie de l'institution du monde de l'art, ou est-ce qu'on se dit que notre devoir c'est aussi de montrer ce qu'elle a fait qui était extrêmement pertinent dans les années 80. Donc il y a quelque chose de très, très, très difficile aussi là-dessus. Et puis il y a d'autres cas comme Lydia Clark, où là c'est plus un glissement. Elle commence à être artiste dans le Brésil des années 60, et puis une espèce de crise entre l'individualisme qui est prôné, et elle veut vraiment faire des œuvres qui soient des œuvres à manipuler, des œuvres à manipuler de manière collective, quelque chose de très social. Elle se rend compte qu'elle y arrive de moins en moins. Encore une fois, cette histoire du marché aussi, quand elle propose des objets manipulables, il faut bien se dire qu'à l'époque, les objets manipulables, qui peut vendre ça, qui peut exposer ça, Qu'est-ce que c'est les objets manipulables? Ça peut être des sculptures géométriques, mais qui n'existent pas comme sculpture si on la pose sur un socle dans une vitrine. Elle existe à partir du moment où deux personnes la tiennent et marchent dans une rue avec, par exemple. Et elle va finalement, cet intérêt pour l'autre, pour le collectif, va faire qu'elle va peu à peu cesser sa pratique pour devenir psychothérapeute et travailler justement sur la guérison, sur comment travailler le collectif. Il y a effectivement beaucoup d'exemples d'artistes comme ça très radicaux. Je pense aussi à Lee Lozano, qui à un moment a fait une sorte de grève, qui s'est mise littéralement en grève, qui refusait même de parler à toute autre femme qu'elle pouvait rencontrer. Donc un geste, une position vraiment qu'elle a tenue jusqu'à la fin de sa vie, qui a été souvent mal comprise, et pour autant une sorte de décision pour aussi renvoyer et montrer cette violence qui a pu être celle ressentie par
par les femmes dans les années 60-70. Je pense aussi à Christopher D'Arcangelo qui lui aussi refusait même que son nom apparaisse, même quand il était invité à participer à des expositions. Il y avait une sorte de blanc laissé vide, et donc il y a tout un travail pour retrouver cette absence en fait, qui est dans une sorte de négatif. Et là aussi, oui, une sorte de cas de conscience où est-ce qu'on doit respecter ce que l'artiste souhaitait ou au contraire rappeler cette mémoire qui risque d'être complètement oubliée. Ce qui est intéressant dans les exemples aussi que tu as mentionnés, c'est souvent des artistes. Et je trouve, moi, ma source, disons, d'inspiration principale, c'est en fait un peu ce que les artistes regardent et comment ils le regardent. Et on parlait de cette envie de décloisonner, en tout cas dans certaines expositions qu'on fait au musée, d'associer comme ça des objets de différents types, de différents statuts. Et j'ai l'impression, quand on le fait, quand on s'autorise à le faire, quand on accepte de prendre une sorte de liberté qui va un peu à l'encontre des modes habituels, des pratiques, disons, communément acceptées, c'est un peu la liberté dont parlait ce matin Antoine, qui est suivre aussi des intuitions et s'autoriser de montrer différemment. Je pense que la question de la monstration, elle est aussi importante. Juste un point sur comment le musée parfois ne peut pas travailler avec certains artistes. 2 exemples, un artiste italien qui s'appelle Blue, qui est un des plus grands artistes qui fait de la peinture murale aujourd'hui dans le monde, extrême gauche militant. Il a exposé à un moment donné dans les institutions, il avait peint sur la Tate par exemple, puis il a décidé, parce qu'il était dégoûté par ce milieu, d'arrêter. Récemment, le musée d'histoire de Bologne a fait une expo qui s'appelle Banksy & Co, ce qui vous donne un peu l'idée de la qualité de l'expo. C'est plus autorisé d'aller piquer des murs dans la rue de cet artiste qui refusait d'être dans l'exposition. Et la réaction de cet artiste a été de faire un grand communiqué et de demander à tous ses amis de détruire plus de 20 peintures murales qui étaient emblématiques de la ville de Bologne en réaction à cette exposition. Donc le musée qui prétendait faire rentrer Blue dans l'histoire de l'art, alors qu'il était déjà depuis longtemps, a détruit toute son œuvre. Deuxième exemple, moi la plus belle œuvre que j'ai vue dans ma vie liée au graffiti, c'est le procès d'un artiste qui s'appelle Azil, qui est un des plus grands peintres de métro en France, qui est ingénieur cadre dans une grande entreprise française et qui a une double vie. Et il a fait de son procès une œuvre d'art conceptuelle. Ça, c'est moi qui le dis, il lui dit que non, mais il aime bien jouer avec ça. Et c'est un procès. Alors, ce serait très simple dans le musée de rejouer ce procès, de jouer avec l'archive, la performance, son avocat. Il refuse totalement ce genre d'idée. Il se fout totalement du palais de Tokyo. On lui a couru après pendant des mois. Il en a rien à foutre. C'est un des plus grands artistes que j'ai vu et on respecte ça. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais sûrement travailler avec lui. Et ben c'est très bien. Il n'a pas besoin de nous, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais vous donner son 06. Fin de la première partie, sur la tentative de définition, merci Antoine, sur la tentative de définition et de catégorisation de ces pratiques alternatives. La deuxième partie, c'est comment est-ce que les musées, on revient dans les musées maintenant, comment est-ce que les musées intègrent et digèrent en quelque sorte la bande dessinée, le street art, la sous-culture. Et la question que j'aurais vous poser à tous les trois, prendre le micro, celui qui a envie de répondre le premier, c'est est-ce qu'au fond cette digestion ne se fait pas au détriment de la pratique de l'œuvre qui va devoir s'adapter au contexte juridique, aux contraintes techniques du musée, et que ces œuvres, je pense un peu au street art, en tout cas au beau street art, si je reprends votre expression, perd un peu de son ADN et de son essence, de son âme, en rentrant dans les musées. Donc question à celui qui veut bien répondre, est-ce que ces pratiques ne perdent pas de leur force quand elles rentrent dans les musées? Alors peut-être pour répondre déjà
assez rapidement sur le street art, il y a deux manières. C'est soit il y a des artistes qui ont développé un langage dans la rue qui a marqué une époque et qui ont envie eux-mêmes d'en sortir, de faire autre chose dans un autre contexte et qui dans ce contexte-là se réinventent. Eux, ce qui est dommage, c'est que souvent l'institution ne les accueille pas comme ils devraient. C'est-à-dire que l'institution va les obliger à peindre un mur ou quoi que ce soit. Et il y a aussi quand l'institution a une idée sur le street art parce que c'est bankable, qui veulent faire une expo mais qu'ils n'y connaissent rien, ils n'ont pas lu les bons livres, ils n'ont pas pris le temps qu'ils auraient pris peut-être pour la performance ou d'autres mouvements d'art, et ils font une exposition de peinture murale qui rejoue ce qui se passe dans la rue sans comprendre que c'est déjà dans la rue, donc il n'y a pas besoin, et en plus c'est encore mieux dans la rue. Donc ça dépend comment c'est fait. Quand il y a par exemple Jeffrey Deitch qui avait ramené dans les années 2000 Barry McGee, Steve Powers, Todd James, jusqu'à la Biennale de Venise dans une immense installation immersive, avec de l'installation, de la photo, de la vidéo, de la peinture, c'était merveilleux. Quand on a d'autres expositions où il n'y a que de la peinture murale, surjouée, très grand public, très colorée, là ça dénature complètement. Donc ça dépend vraiment de comment ces artistes-là sont accueillis, en fait, de comment le musée les accueille comme des artistes ou non. Soit c'est des décorateurs, dans la tête des musées, soit c'est des vrais artistes. Et donc dans ce cas, ils devraient être libres de faire ce qu'ils veulent. Donc vous dites que c'est possible pour... c'est totalement possible. D'accord, de ne pas perdre son âme en rentrant dans les musées. Oui, bien sûr. Anne, Jean-Marie. Si je reviens sur voilà, des types d'objets du type textile ou céramique, comme va être notre question prochainement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de penser à des dispositifs qui sont différents de la manière dont, en général, on montre la peinture ou la sculpture, et de prendre en compte et vraiment d'adapter aussi, tout en jouant, parce que je trouve que c'est très plaisant, c'est presque jouissif aussi de penser à d'autres manières de montrer des objets, donc de sortir un peu des cadres. J'ai pu, par exemple, pour l'exposition de tapis et de tapisserie, travailler avec un artiste sur le display. Et en général, je trouve que voilà, j'ai plutôt tendance à affirmer une mise en scène plutôt qu'à jouer le white cube. C'est une manière aussi de dire que le white cube, c'est aussi une convention. C'est absolument... c'est le contraire de la neutralité, hein, donc c'est parfois surjouer quelque chose qui serait de l'ordre du domestique ou du décoratif, et qui en tout cas me semble intéressant pour regarder les objets qui nous intéressent. Il y a, là, pour l'exposition de céramique, on est aussi en train de réfléchir à des objets qu'on va pouvoir toucher, parce que ça paraît absurde de penser à la céramique, à toutes ces questions de texture, etc., en mettant tout sous vitrine. Donc il y a cette volonté de repenser un peu les interdits, ou en tout cas les habitudes de visite et de démonstration, que je trouve toujours intéressant. Pour l'exposition Carole Raman dont vous avez parlé, il y avait un mobilier qui est un mobilier vraiment qui nous a été prêté par Rick Owens et Michel Lamy, qui me semblait vraiment interagir et être en dialogue avec l'œuvre de Carole Rama, mais qu'on pouvait utiliser et sur lesquels on pouvait s'asseoir. Il se trouve que c'est du mobilier en général, mais c'est vrai que dans la mesure où c'était un prêt, il y avait la question de savoir si on pouvait vraiment s'en servir, quoi. Même question, est-ce que la contestation ne perd pas sa virulence quand elle rentre dans les musées ? Bon, je pense qu'on a déjà donné quelques éléments de réponse un petit peu auparavant, mais il y a évidemment des cas de figure où, encore une fois, c'est aussi l'artiste qui résiste à ça. Comme Hugo, tu as parlé de certains cas. Je me souviens un jour avoir entendu Philippe Vergne raconter une histoire alors qu'il était directeur du Walker Art Center à Minneapolis. Il voulait absolument acheter une œuvre d'un artiste qui s'appelle David Emmons. Tu connais cette histoire ? On ne la connaît pas, non. Voilà. David Emmons, déjà pour situer un peu le personnage, c'est quelqu'un qui travaille de manière très subtile sur des choses... même l'existence de l'œuvre d'art est très compliquée, c'est très impalpable. Par exemple, une de ses performances a été de vendre des boules de neige dans les rues de New York.
Et donc, il installe un petit tapis, il forme des boules à peu près parfaites, plus ou moins grandes et petites, et puis il y a juste une photo qui reste de cette très belle performance. Et Philippe Verne veut acheter une pièce qui consiste à faire vivre des lucioles dans une pièce noire, et donc d'avoir une vraie œuvre avec du vivant, comme ça, dans le musée. Et il rencontre David Hammond, ils en discutent. David Hammond se dit, j'ai besoin de réfléchir un peu, mais pourquoi pas, on s'en reparle dans 2 semaines. Philippe Bern le rappelle 2 semaines plus tard, pour moi c'est décidé, on peut faire l'acquisition, j'aimerais beaucoup que ça rentre dans la collection. David Hammond se dit, j'ai réfléchi, je vais la faire un peu plus courte parce que c'est très long en réalité, mais il faut que ça soit une galerie entière du musée, mais pas juste une petite salle, et puis que ça soit là de manière permanente. Philippe Bern dit, bon, je regarde ce que je peux faire, il rappelle, c'est bon, on peut avoir une galerie complète, et on peut même en faire quelque chose de permanent, on est prêt à dédier un étage entier du musée de Minneapolis à votre œuvre, mais on veut votre œuvre, il faut qu'elle soit dans ce musée. Évidemment, j'ai besoin quand même de 2 semaines pour réfléchir. On se rappelle dans 2 semaines. Philippe Bern rappelle 2 semaines plus tard. David Hammond se dit, bon, j'ai réfléchi. Tu sais, en fait, c'est pas seulement la galerie du musée, c'est tout le musée, mais aussi les bureaux. Je veux que tout le monde travaille avec les lucioles tout autour. C'est vraiment quelque chose de total. Ça peut pas être juste une galerie d'exposition. Philippe Bern, je vais réfléchir. Donne-moi 2 jours. 2 jours après, il rappelle, c'est bon, tout le monde est convaincu. On peut le faire. Le musée entier, c'est des lucioles. David Hammond, donne-moi 15 jours quand même pour réfléchir. Et au bout de 15 jours, Philippe Bern le rappelle, évidemment, se dit, je crois que j'ai pas envie de vendre cette pièce, je crois qu'elle ne peut pas exister dans un musée. Elle a existé une fois, mais elle ne pourra pas revivre quelque part. Donc c'est là aussi tout le pouvoir d'un artiste de résister à Ça appelle à cette demande. Je crois même qu'il avait été aussi approché ensuite, au même moment, je ne sais pas, par Pompidou, la Tate et je crois donc, le Walker. Et donc il y avait l'assurance que l'exposition, si elle avait lieu, pourrait itinérer dans ces 3 musées prestigieux. Et David Hammond avait juste répondu, et je pense qu'un des directeurs à l'époque avait dit, ou tout le monde lui avait dit, mais tu ne peux pas refuser, c'est impossible à refuser, tout le monde accepterait. Il a dit, mais en fait, moi j'ai besoin qu'on me propose qu'on fasse des propositions qu'on peut refuser. Et c'est toute sa force, quoi. Merci pour cette jolie histoire. Dernière. Peut-être juste pour ajouter quelque chose, David Hammond, il aimait bien travailler dans la rue, puisqu'il disait que l'art était à égalité avec tout le reste, c'était pas plus, c'était pas moins. Peut-être que le musée on y accède par la rue, c'est juste un musée. C'est peut-être ça qu'il faut redire aussi, c'est que les musées, c'est pas des grands socles si sacrés, en tout cas c'est plus ça. Et ce sont juste des musées qui sont dans la rue, à côté d'un terrain vague, d'un chemin de fer, d'une école. Pas tellement plus de valeur que le reste, peut-être. Alors merci pour cette transition, mon cher Hugo, parce que c'était précisément la dernière question que je voulais vous poser avant de tendre le micro à la salle. Donc on va renverser la proposition. Vous savez que le CEVIPOF fait un classement des institutions dans lesquelles les Français ont le plus confiance. Tout en bas, il y a les politiques et les journalistes. Et puis tout en haut, il y a les hôpitaux et les musées. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'en intégrant des pratiques, des rébellions, des mouvements contestataires, en sortant des objets beaux-arts proprement dit, est-ce que le musée ne va pas perdre un peu de sa légitimité qu'il a et du capital confiance qu'il a auprès du grand public? Alors, en 2 mots, je pense qu'au contraire, ça le relégitime, donc ça le recrédibilise. En 2 mots, oui. Anne, en 3 mots? Moi, je pense que tout dépend de comment il le fait. C'est une boutade, mais en même temps, ça me semble être quand même essentiel. Oui, moi je suis totalement d'accord aussi. Non, au contraire, enfin, je ne vois pas comment ça peut le décrédibiliser. Si c'est bien fait, ça rejoint les 2 réponses. La synthèse parfaite. Non, si c'est bien fait, et il faut le faire. Enfin, c'est un travail, ce que je disais au début, il y a on a conscience, je pense, quand on travaille dans un musée ou un centre d'art contemporain aujourd'hui, qu'il faut aller vers ces pratiques alternatives, qu'il faut leur donner une place tout en respectant leur intégrité et en ne forçant pas les choses. Et c'est un vrai travail de fond à faire, mais qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. Et pardon, je rajoute une petite chose, que tout à l'heure on est parti sur David Hammond, mais je voulais dire encore une chose assez intéressante sur la manière dont justement on peut aussi se prémunir de ce musée qui muséifie trop les choses. Folk Archive, dont on parlait au tout début, dans Folk Archive, il y a des objets un peu emblématiques qui sont des bannières brodées par un Anglais qui s'appelle Ed Hall, qui est un architecte, donc c'est vraiment une pratique amateur. Et il brode des bannières qui sont brandies dans la rue par des syndicats, par des groupes de protestation, des groupes de défense de causes sociales.
Jeremy Deller trouve ces objets tellement importants pour leur fonction aussi et tellement vivants qu'il ne les a pas achetés définitivement pour Folk Archive. Entre guillemets, quand je dis acheter, Folk Archive appartient au British Council, c'est encore un autre degré de patrimonialisation maintenant. Et ces bannières, en fait, elles font partie de Folk Archive, mais toutes les bannières produites dans la ville d'Ed Hall et qui seront produites, parce qu'aujourd'hui il y a 80 ans, il en fait toujours, font partie de Folk Archive. Et donc on en montre dans l'exposition Folklore au Centre Pompidou-Metz et au MUSEM, qui ne sont pas celles qui ont été vues au Palais de Tokyo, qui sont officiellement dans Folk Archive du British Council, qui sont des bannières simplement qu'on peut emprunter à Ed Hall. On sait qu'il fait partie, c'est un musée, le musée est très conceptuel, il est très immatériel en fait, mais la forme reste une forme vivante qui peut avoir son rôle social. Merci de cette ultime précision. Donc je me tourne maintenant vers la salle. Vous allez pouvoir poser les questions que vous souhaitez, mais moi je vous en posais une. Est-ce que vous pensez que le musée de Beaux-Arts de Rouen est suffisamment contestataire dans ses pratiques et ses sujets ? Je vois, Sylvain, que tu as bien contrôlé ta salle. Non, c'est un paradoxe. S'il traite de oui, ça veut dire que non. S'il traite de non, ça veut dire que oui. En tout cas, nous offrant la performance de Fantasio tout à l'heure, je trouve que le musée a une attitude assez intéressante. Merci, madame. Alors bon, des questions cette fois pour les intervenants de la table ronde. Bonjour. Je voudrais poser 3 questions en plus. Oui. Je suis assez béotien en histoire et vous avez évoqué l'œuvre d'art et en disant qu'il y a une définition de l'œuvre. Alors ça, je serais assez intéressé d'en connaître les termes. C'est ma première question. La deuxième, elle s'adressait sur le fait du média alternatif et en effet, pendant un moment, on n'avait pas parlé de la vidéo, surtout des nouvelles fabriques de vidéos, la façon dont elles sont maintenant construites, des choses comme ça, et de la photo. Et vous avez dit aussi, depuis le début, il y a un changement de statut de cette production au niveau de l'art. Alors j'aurais bien aimé en savoir plus sur le changement de statut. Et la dernière question, c'était que ça concerne sur le côté alternatif. Est-ce que dans l'alternatif, il n'y a pas un changement de la position du spectateur devant l'œuvre d'art? Est-ce que c'est pas cette modification-là qui est vraiment quelque chose de, je dirais, d'alternatif, de nouveau, d'interrogatif? Qu'est-ce que vous voulez dire par changement du regard du spectateur? Alors, c'est-à-dire qu'il s'est acclimaté à des œuvres plus difficiles? Pas du tout. Autrefois, visiter un musée était un spectacle que l'on recevait passivement. Il semble que maintenant, visiter une exposition devient une expérience personnelle. Bon, et ça paraît assez nouveau parce que ça induit un certain nombre de réflexions chez la personne qui fait ce périple. Alors si ça ne vous embête pas, je vais garder que cette question parce que la première, qu'est-ce que l'art? Je pense qu'on en a encore pour 3 semaines. Qu'est-ce que l'œuvre? Oui, peut-être, c'est un peu la même chose. Alors sauf si quelqu'un veut y répondre, sinon c'est sur le changement de regard de l'art. Je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adressait, mais ce que j'ai voulu dire, c'est plutôt que les artistes, de par leurs œuvres, pour le coup, obligent à modifier et ouvrir la définition de l'œuvre. Je ne voulais pas dire autre chose que ça. Et en tout cas, il y a plusieurs... je pense que ce qui est intéressant, c'est que ceux qui... enfin voilà, les définitions qui ont pu prévaloir, qui indiquaient qu'une œuvre, n'est a priori pas fonctionnelle, ou une œuvre, c'est a priori unique, ou c'est a priori authentique, etc. Bon, bah, de fait, les artistes font un peu exploser ces certitudes, ces croyances, et pour le mieux. Margot, sur l'expérience du visiteur, c'est-à-dire on est passé du regardeur à celui qui a une expérience. Oui, simplement sur les définitions de l'œuvre, je pense que rien que dans ce qu'on a décrit un peu aujourd'hui, on voit que ça peut être une boule de neige qui va avoir une existence de quelques minutes avant de fondre, aussi bien que
une collecte de ce qui pourrait être le folklore aujourd'hui en Grande-Bretagne. Donc ça montre aussi la variété et l'éclatement de ces définitions. Par rapport à l'expérience, ouais. C'est un sujet assez passionnant parce que c'est clairement quelque chose qui est là pour le coup assumé par un certain nombre d'établissements dont fait partie le Centre Pompidou-Metz. Et depuis 4 ans, ça fait donc 4 ans que je m'occupe de la programmation là-bas, évidemment en lien très étroit avec les directions qui en donnent l'impulsion, donc des Malavignes auparavant, de Chiara Parisi désormais. Cette idée du musée comme un lieu d'expérience, un lieu où on va vivre des expériences, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour nous, d'autant plus qu'on n'a pas de collection, donc on n'est pas dans une vocation totalement académique, universelle, de montrer une histoire de l'art. On est vraiment beaucoup plus dans cette idée de partager de l'expérience qui va relier art et vie. Ça paraît être des choses très banales comme ça, mais c'est quand même fondamentalement ce qu'on se dit avant chaque année, avant de faire une programmation. En fait, on pense vraiment à ces choses-là. Il ne s'agit pas de basculer dans quelque chose qui serait de l'ordre de la pure sensation. Il y a toujours une espèce de balance à trouver entre quelque chose qui est de l'ordre des sens, quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect. Mais cette idée de l'expérience du musée comme lieu où on vit une expérience a, je crois, énormément d'impact très positif. Ça attire aussi énormément de gens qui n'avaient pas forcément dans les musées auparavant, qui y vont parce que l'expérience est aussi une expérience en partie instagrammable désormais, et donc il y a aussi une population beaucoup plus jeune, pas du tout forcément habituée au musée, qui y vient parce que les réseaux donnent des signaux qu'il y a une expérience à vivre là-bas, dans telle ou telle installation. Et cette idée de l'expérience, elle est quand même elle permet de très belles choses, quoi. Je crois que les programmations même de nos 3 lieux montrent que une exposition sur un sujet extrêmement sérieux peut être une expérience aussi, et cette dimension-là doit pas être négligée, quoi. Elle est vraiment un levier très important. Juste sur l'évolution des regards hors du musée, c'est vrai que à une époque, par exemple, je me souviens d'un artiste qui s'appelle O'Clock qui était filmé en train de taguer une palissade dans la rue, et le voisin du dessus lui crachait dessus. Aujourd'hui, quand la plupart des gens font une peinture dans la rue, même illégale, on s'arrête, on prend une photo, on parle avec l'artiste, on dit qu'on adore cette pratique, on montre les photos à ses enfants, ses petits-enfants. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, et on en revient peut-être aussi à ce que tu viens de dire sur les réseaux sociaux. C'est dur de parler de l'alternatif aujourd'hui, puisque déjà on serait mal placé pour prétendre le connaître. S'il est vraiment alternatif, je pense qu'on ne le connaîtrait pas forcément. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont rendu tout de suite comestible et visible l'alternatif. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, des phénomènes comme Virgil Abloh chez Louis Vuitton. Louis Vuitton qui est vraiment le luxe français avec le milieu de l'art, le marché. On prend Virgil Abloh qui vient du milieu hip-hop, qui lui-même devient un grand créateur au centre du pouvoir et qui lui-même se nourrit de toutes les cultures alternatives qui sont disponibles. Donc on voit que tout ça est très vite mixé et très vite digéré, mais il reste toujours des profils et des modes de vie qui échappent à tout le monde. Et si on pense aussi à, je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y a eu je crois que c'est un des derniers clips de Beyoncé et Jay-Z. Non mais enfin, je ne sais pas si anodin, quoi. Ça a été vraiment... donc ils ont tourné dans le Louvre pendant une nuit, en tout cas. Donc c'était vraiment la nuit au musée. En choisissant... Alors le clip, c'est limite, en l'occurrence celui-ci, au sein des collections de Louvre, ou la collection égyptienne, etc. Et je trouvais ça intéressant, au-delà de la qualité ou non de ce clip en particulier, comme geste. Alors c'est sûr que pour le Louvre, c'est une manne financière de location. Il y a un effet de propagation sur les réseaux sociaux. Mais le bon côté, ou en tout cas le côté intéressant, c'est aussi de mettre les projecteurs sur des œuvres qui ne sont pas des chefs-d'œuvre habituels sur lesquels le Louvre communique habituellement. Beyoncé. Autre question. Moi, je parle pas sans micro. Je veux que tout le monde m'entende. Pardon? Je parle pas sans micro. Je veux que tout le monde m'entende. Oui, bonjour. Alors, musée, contestation. Musée, c'est facile. Qu'est-ce qu'un musée? Un musée, ça sert à voir
Guernica ou la Ronde de Nîmes, quoi. Alors après, art contemporain, musée, on peut ouvrir la porte, très bien, mais les musées sont là, il n'y a pas à contester ça. Et la contestation, il y a deux contestations. On conteste la forme de l'art, enfin vous avez cité des artistes qui ne sont pas d'accord avec l'institution A, mais c'est quand même plus fort de contester un pouvoir politique. Être artiste contestataire en Chine ou à Cuba, c'est quand même autre chose que contester l'art. Voilà, ce sont des réflexions, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Je vais y réfléchir. On peut en revenir à Jay-Z et Beyoncé. Moi, par exemple, en ce moment, je travaille avec un artiste qui vient d'une favela de Rio, qui s'appelle Maxwell Alexandre, qui est un artiste afro-brésilien, qui s'intéresse beaucoup justement aux Noirs au Brésil. Et lui, il est très influencé par le mouvement hip-hop, et notamment par Jay-Z. Et pour lui, l'art contemporain aujourd'hui, c'est le nouveau pouvoir. Donc c'est le titre d'une nouvelle série qu'il va présenter au Palais de Tokyo, et il dit que aujourd'hui, quand on est riche, on a un yacht, on a une belle baraque, on a des belles pompes, mais le summum, c'est d'avoir une belle œuvre, parce que ça nous distingue. Et donc lui, sa série de peintures qu'il est en train de faire, c'est sur le rapport des Noirs au musée. Et pour lui, le musée est aujourd'hui un lieu de pouvoir qu'il faut conquérir. Donc il dit, il faut aller au vernissage, il faut aller aux apéros, il faut aller dans les expos, il faut ne pas laisser ce pouvoir-là aux mêmes personnes. Merci Hugo, il faut que je rende l'antenne. Je vous remercie franchement, je pense que c'était une table ronde très, très animée, très intéressante, et je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît.